Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Deuxième journée de ce 100e congrès des maires et nous accueillons Gérard Larcher, le président du Sénat, avec François Baroin et André Léniel. Voilà, une matinée qui va être consacrée au bloc communal, commune, intercommunalité, moteur d'une nouvelle dynamique. Mais pour commencer cette matinée, eh bien, nous allons entendre le président du Sénat, le Grand Conseil des collectivités de France. Monsieur le Président, c'est à vous. Monsieur le Président de l'Association des maires de France et président d'intercommunalité, cher François Baroin, Monsieur le Premier vice-président délégué de l'Association des maires de France, cher André Léniel, Madame la ministre, auprès du ministre d'État, permettez-moi de saluer aussi celle qui, ce matin, va être votre rapporteure de la commission intercommunalité, ma collègue Françoise Gatel, de saluer tous mes collègues parlementaires, président de commission, le président de la commission des lois du Sénat va être là, députés et sénateurs, mais d'avoir une mention particulière pour le président et le premier vice-président de la délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation du Sénat, Jean-Marie Bockel et Mathieu Darnaud, de saluer tous nos collègues présidents d'associations représentant la diversité des communes, et vous tous, mes chers collègues, permettez-moi de vous appeler mes chers collègues, même si je ne suis plus maire depuis 3 ans, mais sans doute moins ancien dans la carrière qu'André Léniel, j'ai quand même sévi pendant 31 ans comme maire de la ville de Rambouillet. Et ça reste pour moi le cœur de mon réacteur et de mon moteur. Je voudrais vous dire le bonheur que j'ai d'ouvrir cette séquence de votre 100e congrès consacré au débat sur les communes et intercommunalités. Oui, moteur d'une nouvelle dynamique. Ce 100e congrès représente un anniversaire symbolique important dans la vie de l'Association des maires de France et des présidents d'intercommunalité. Depuis sa création par Paul-Émile Saradin et les premiers débats du premier congrès, le sujet, c'était le maintien ou non des octrois. Que de chemin parcouru par les collectivités et quelle extraordinaire évolution de leur rôle. L'organisation de notre République est désormais décentralisée, comme le proclame l'article 1er de la Constitution, depuis la révision constitutionnelle de 2003, votée à l'initiative du président Jacques Chirac. Cette décentralisation repose sur 2 principes auxquels nous sommes tous attachés et qu'il est sans doute bon de rappeler en cette fin d'année 2017, la libre administration des collectivités territoriales et son corollaire, leur autonomie financière. Et pourtant, lorsque je me déplace dans les départements, quand je me déplace dans les communes, je l'ai fait quelque peu au cours de ces derniers mois, c'est bien la réalité et l'avenir de cette organisation décentralisée qui sont aujourd'hui l'objet des interrogations et des préoccupations des élus. Les collectivités ont réalisé d'importants efforts financiers de gestion au cours des dernières années. Efforts imposés parfois à marche forcée par un État qui ne réduisait pas lui-même ou alors que fort modérément ses dépenses et qui ne cessait de continuer à transférer des charges, qu'elles soient assumées ou cachées. Entre 2013 et 2016, la réduction du déficit public a été portée aux 2/3 par nos collectivités locales, alors qu'elles ne représentent que moins de 20% de la dépense. Je veux être clair, nul ne conteste la nécessité d'assainir les finances publiques, et certainement pas au Sénat. C'est une exigence qui s'impose à tous, mais les efforts demandés à chacun doivent être équilibrés. À côté des efforts financiers, les élus ont dû faire face à des changements incessants de périmètre, voire de compétences, qu'aucun autre décideur public n'a eu à supporter.
à force de modifier les cadres d'action, on en a oublié que le rôle des maires, qui est fondamental, c'est d'agir. Agir au quotidien au service de leurs concitoyens. Agir dans la proximité. C'est d'apporter des solutions concrètes aux problèmes de tous les jours. C'est de bâtir une vision et des projets pour faire vivre leur territoire et le développer. C'est de donner ainsi un cadre fort d'identification et d'appartenance à nos concitoyens. La commune est un repère essentiel pour nos concitoyens, parfois déboussolés. Le rôle des maires, c'est d'abord de faire vivre notre démocratie du quotidien avec l'ensemble des conseillers municipaux qui s'engagent dans leur très, très grande majorité de manière totalement bénévole au service de notre cohésion sociale et territoriale. C'est pourquoi les maires de France, les élus municipaux méritent la considération de l'État et de la Nation. Je l'ai fait valoir le 17 juillet dernier au Président de la République lors de la première conférence nationale des territoires, en affirmant que l'État doit cesser de considérer les élus comme de simples curseurs. J'en suis plus que jamais convaincu, après un été au cours duquel la confiance des collectivités territoriales envers l'État a été sérieusement ternie. Force est de constater que la volonté de renouer les fils de la confiance a été battue en brèche par des décisions parfois peu concertées et trop souvent unilatérales. Je pense, comme vous tous, aux annulations de crédits ou à la diminution non concertée des contrats aidés. Madame la ministre, je pourrais vous montrer la lettre du sous-préfet de Rambouillet annonçant au maire d'Autouillet hier qu'un contrat signé le 11 juillet est amputé de moitié pour la réalité de sa vie. C'est ça, la vie quotidienne des élus. Je pense aussi à l'évolution des ressources et des dépenses des collectivités, encadrées par les textes budgétaires en cours d'examen au Parlement. Il y a d'abord une question de méthode. Je fais crédit au Premier ministre d'une prise de conscience en la matière. Il vient d'adresser aux membres du gouvernement une circulaire rappelant l'état d'esprit qui doit être l'état d'esprit de la conférence. Il insiste dans cette circulaire sur la nécessité de la co-construction, de la confiance, de la responsabilité. Je lui en donne acte. J'espère que le gouvernement fera le meilleur usage de cette circulaire, tant avec les collectivités territoriales qu'avec le Parlement. C'est indispensable, car qui peut croire qu'on parviendrait à réformer notre pays sans ou contre les élus locaux? Qui peut croire qu'on parviendrait à mener des transformations profondes sans ou contre les territoires? C'est d'ailleurs ce que j'ai dit très directement au Président de la République ce lundi matin. Je voudrais donc réaffirmer à cette tribune 3 principes essentiels que j'avais exprimés le 17 juillet dernier. Afin que notre démocratie soit apaisée, afin que notre République ait du sens pour l'ensemble de nos concitoyens, nous devons prêter une attention toute particulière à l'équilibre des territoires. C'est un sujet profondément politique, essentiel pour la cohésion de notre pays. Pour permettre aux élus locaux d'agir au mieux dans l'intérêt de nos concitoyens, nous devons leur donner de la prévisibilité et de la stabilité, leur faire confiance et les respecter. Enfin, pour le Sénat, qui est le représentant constitutionnel des collectivités, j'y reviens, le respect des principes de libre administration et d'autonomie financière, c'est pour nous une ligne rouge. Ces 3 principes guident l'action du Sénat, qui a tenu les engagements qu'il avait pris le 17 juillet dernier. Le Sénat vient ainsi de défendre l'autonomie financière des collectivités lors de l'examen du projet de loi de programmation des finances publiques, Monsieur le Président. Il a refusé la règle d'or renforcée que le gouvernement souhaitait imposer aux collectivités, en particulier aux communes. Les collectivités locales, nous le savons tous, doivent voter leur budget en équilibre, alors que l'État commence donc par s'appliquer à lui-même la règle d'or qu'il a voulu imposer aux collectivités locales. Le Sénat a examiné avec sincérité et exigence la proposition faite par le gouvernement
de cadrer à 1,2% l'évolution en valeur des dépenses de fonctionnement des collectivités au cours de la période 2018-2022. Il l'a porté, lui, à 1,9%. En effet, si on avait suivi le gouvernement, on aurait abouti en fait à 21 milliards d'euros de réduction de croissance de dépenses et non à 13 milliards. La tendance d'évolution des dépenses locales avait été manifestement sous-évaluée. Là encore, le principe de confiance ne paraissait pas tout à fait respecté. Pour parler thermomètre et comparaison, on ne peut pas compter en degrés Celsius quand il s'agit de l'État et en degrés Fahrenheit quand il s'agit des collectivités. C'est ce que le Sénat a rappelé au gouvernement. Le Sénat a également défendu l'autonomie financière des collectivités en encadrant le dispositif de contractualisation. Je sais que ce dispositif vous interroge. Eh bien, nous n'en avons pas rejeté le principe, considérant qu'une bonne contractualisation vaut mieux qu'un coup de rabot trop souvent appliqué par les gouvernements précédents. Le Premier ministre s'en est félicité devant vous hier, mais peut-être je dois apporter quelques précisions. Le Sénat n'a pas adopté le dispositif de contractualisation tel que le gouvernement le proposait. Il a apporté plusieurs précisions qui sont apparues indispensables pour conforter l'autonomie financière et le respect dû aux élus locaux. Il a précisé les engagements que doit prendre l'État. Il a encadré le mécanisme de sanction en cas de non-respect du contrat et il a introduit un volet incitatif lorsque les collectivités atteignent, voire dépassent, leurs objectifs. Le Sénat sera donc très vigilant quant à la mise en œuvre de cette contractualisation, car si elle était conduite de manière autoritaire ou univoque, ce serait l'esprit même de la décentralisation qui se trouverait affaibli. La contractualisation doit s'opérer sur la base d'un constat partagé, dans des conditions équilibrées, avec des objectifs réalistes. Je rappelle que contrat dans le Code civil, je cite, « c'est un accord de volonté », que chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, et que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, citation du Code civil. La contractualisation sur la menace ne serait pas une vraie contractualisation. Elle pourrait être une forme hypocrite de recentralisation rampante. J'ai noté que le Premier ministre vous a juré hier qu'il n'en serait rien. Alors, ce qui va compter pour nous maintenant, ce sont les actes. Les collectivités sont des partenaires de l'État. C'est essentiel et elles doivent être traitées comme telles, dans le respect mutuel. Leur libre administration, y compris la liberté de gestion de leur personnel, doit être préservée, voire renforcée. Un sujet essentiel d'actualité pour chacune et chacun d'entre vous, au propos duquel le Sénat défend l'autonomie financière des communes. La réforme de la taxe d'habitation. Nous avons décidé de proposer au gouvernement de le reporter d'une année. Le gouvernement affirme que les communes verront leur perte de recettes compensée par un dégrèvement. Mais la réforme proposée affaiblit significativement, qu'on le veuille ou non, leur pouvoir fiscal et menace la pérennité de leurs ressources. Car le gouvernement envisage un mécanisme de limitation des hausses de taux décidées ultérieurement par les collectivités. Et le dégrèvement, c'est aussi, on le sait, une manière pour l'État de reprendre la main, donc de limiter davantage l'autonomie financière des communes sans garantie de pérennité. Je comprends et je respecte le fait que le président de la République veuille mettre en œuvre un engagement fort de sa campagne. Nous comprenons tous qu'il s'agit d'un marqueur en matière de pouvoir d'achat des ménages et que la taxe d'habitation peut présenter des iniquités. Mais cet impôt serait-il moins inéquitable parce qu'il ne peserait plus que sur 20% de la population? Je veux mettre en garde le gouvernement contre des dispositions préparées à la hâte. Depuis l'annulation par le Conseil constitutionnel de la taxe sur les dividendes, je l'ai entendu, il a raison, se faire le chantre de la préparation, et je cite, de la préparation méthodique des réformes fiscales. Il a raison. Alors je pense sincèrement que le gouvernement doit prendre le temps de la réflexion et d'une préparation méthodique. Car c'est la validité constitutionnelle
d'un impôt qui ne sera plus payé que par une poignée de contribuables dans de nombreuses communes qui nous interrogent tous. Dans près de 8000 communes, on comptera moins de 10 contribuables. Dans plus de 3000 communes, moins de 5. Et que dire des communes, il n'y en aura plus qu'un. Cela soulève une question évidente au regard du respect du principe d'égalité devant l'impôt. Quel est le sens d'une mesure qui affaiblirait le lien entre le citoyen et le financement des services publics? Quel est le sens d'une mesure qui va accroître les disparités entre communes riches et communes pauvres? Et qui plus est, qui ne mettra pas fin aux injustices résultant de la vétusté des valeurs locatives. Ces injustices frapperont encore de plein fouet les 20% de Français qui continueront à payer cette taxe d'habitation. Les mêmes qui acquittent déjà chaque année plus de 80% du produit de l'impôt sur le revenu. Ces injustices subsisteront aussi à travers la taxe foncière sur les propriétés bâties ou par le biais de la répartition des dotations et des dispositifs de péréquation qui y font référence. On l'évoque trop peu, c'est aussi une des conséquences. Le président de la République l'avait lui-même reconnu. Conférence nationale des territoires le 17 juillet, je le cite, « Un impôt qui serait, in fine, payé par 20% de la population, ce n'est pas un bon impôt, Emmanuel Macron. » J'ai donc proposé au président de la République de travailler ensemble, dès à présent, à une refonte complète du système d'ici septembre 2018. Il nous faut construire ensemble une fiscalité moderne pour nos collectivités, qui maintienne une liberté de taux décidée par les élus et qui préserve un lien citoyen-contribuable, un lien avec son lieu de vie et les services qu'il reçoit. Je crois que nous avons à inventer ensemble cette nouvelle fiscalité locale plus juste. C'est une tâche qui incombe aux commissions des finances des deux assemblées, en lien, Monsieur le Président, avec le comité des finances locales, en lien avec les associations représentant les collectivités territoriales, bien sûr en lien avec le gouvernement. Au-delà de la seule question de la fiscalité locale, je considère que l'ensemble des relations financières entre l'État et les collectivités territoriales doivent être repensées et clarifiées. C'est pourquoi, comme votre président François Baroin, je souhaite que le Parlement soit saisi d'un projet de loi de programmation des finances locales pluriannuel. Si le gouvernement ne s'engage pas dans cette voie, alors le Sénat entamera la réflexion de son côté, en lien naturellement avec les réflexions conduites par les associations d'élus. Pour pouvoir mener des politiques ambitieuses, mes chers collègues, les élus communaux comme les élus départementaux et régionaux ont besoin d'avoir un cadre d'action clair et stable. Ils ont besoin de ressources prévisibles, leur permettant de se projeter dans l'avenir. Et il leur faut la liberté qui leur permet d'innover et de s'adapter aux réalités du terrain. Pour reprendre le titre d'un rapport de Mathieu Darnaud, sénateur, rapporteur de la mission de contrôle et suivi des réformes territoriales et nouveau premier vice-président de la délégation aux collectivités du Sénat, il faut laisser respirer les territoires. Venons-en, chère Jacqueline Gourault, en matière d'eau et d'assainissement. En proposant le maintien du caractère optionnel de ces compétences au sein des communautés de communes et d'agglomérations, le Sénat avait ouvert en février la voie à l'Assemblée nationale, et ce de manière quasi unanime. Il n'en manquait qu'un. Pour des raisons, allez, on va se le dire, dans l'amitié, plus politiques que techniques, le texte s'est enlisé, ce qui n'est pas classique dans un terrain où on maîtrise l'eau. Le texte s'est enlisé à l'Assemblée nationale. Un nouveau groupe de travail a été mis en place sous l'égide du ministère de l'Intérieur. Je remercie Jacqueline Gourault de l'avoir conduit. Je souhaite qu'on aboutisse rapidement à une solution qui ne devrait pas être très éloignée, d'ailleurs, de ce qu'avait proposé le Sénat. Vérité en février, erreur en octobre, vérité en novembre. C'est un sujet important pour nos communes et nos intercommunalités. Alors je vous le dis, cela mérite que nous dépassions nos préventions d'auteur pour apporter des réponses rapides et concrètes à chacune et chacun d'entre vous. Ce besoin de souplesse et de pragmatisme,
Nous le revendiquons pleinement, y compris pour apporter les ajustements nécessaires à la loi NOTRe. J'ai été, avec François Baroin et bien d'autres, avec, à l'époque, Philippe Richert, avec Dominique Bussereau, parmi les premiers à refuser tout nouveau Big Bang territorial. Mais je ne veux pas, à l'inverse, que ce texte soit considéré comme un totem. Je veux qu'on recherche efficacité concrète opérationnelle. Il ne sert à rien de promettre des modifications constitutionnelles pour révolutionner le droit à l'expérimentation et envisager des différenciations territoriales, et nous sommes pour, si l'on n'est pas capable, à une bien plus modeste échelle, d'apporter des assouplissements pragmatiques et très concrets. Cette démarche pragmatique sera la nôtre. Nous nous appuierons pour cela plus fréquemment sur des consultations directes de chacune et de chacun d'entre vous, initiées par notre délégation aux collectivités, ainsi que sur notre mission de contrôle et d'évaluation territoriale. Notre commission des lois, sous la présidence de Philippe Bas, vient de reconstituer cette mission de manière permanente. Son premier chantier a été arrêté hier. Ce sera la revitalisation de l'échelon communal, au travers de 3 thèmes: la place des communes dans l'intercommunalité, l'avenir des communes nouvelles et la recherche d'un meilleur équilibre entre métropole et ce qui est hors métropole, monde rural, petite ville, ville moyenne. Par le dialogue direct avec les élus locaux, nous pourrons apporter des solutions que j'espère satisfaisantes en tenant compte des spécificités et des attentes des territoires. Nous devons faire en sorte que la collaboration entre les différents niveaux territoriaux soit optimisée. Dialogue, complémentarité, 2 maîtres mots. En matière de simplification, et je sais que le président de la République y reviendra demain, il me l'a dit lundi, la détermination du Sénat reste également entière. Et nous attendons avec intérêt les annonces concrètes. Jean-Marie Bockel, qui préside notre délégation, a su nouer un partenariat efficace, notamment avec le Conseil national d'évaluation des normes, mais aussi en étant à l'écoute des demandes des élus locaux, et je pense à la simplification du droit de l'urbanisme. Le Sénat sera naturellement attentif à l'enjeu que représente l'équilibre des territoires. La France n'est pas faite que de métropoles et de grands centres urbains dynamiques, même si je le dis, et je l'ai redit au président Moudenc, ils sont une chance pour le développement et la cohésion de notre pays. Mais moi, je vous le dis, je ne me satisfais pas d'une France qui se sent à côté, oubliée, abandonnée. Examinez le résultat du premier tour des élections présidentielles et vous aurez la cartographie, j'allais dire, de l'état psychologique d'une partie de notre territoire. Mes chers collègues, en nombre de mes déplacements, 60 départements en 3 ans, je crois qu'on ne peut plus fermer les yeux sur l'anorexie progressive de centre-ville, de centre-bourg. Moi, je suis vétérinaire et je regarde les symptômes. Quand vous avez 1 ou 2 rideaux sur 3 qui sont fermés dans le centre-ville ou dans le centre-bourg, vous pouvez vous dire que les choses ne vont pas si bien que cela. Vous regardez en face le taux de chômage, vous regardez en face le taux de réussite éducative, vous regardez en face le revenu, et vous avez le sentiment que c'est bien l'unité de la République qui est mise en cause. Alors, nos délégations, que ce soit aux collectivités ou aux entreprises, ont engagé un travail, et nous ferons des propositions très rapidement. Et je sais que le président de la République devrait vous en parler, car je considère qu'il ne faut pas simplement observer le symptôme, mais trouver des vraies solutions. Parlons un instant logement. Vous, élus municipaux, vous êtes un point de référence en matière de logement, car le logement est fondamentalement une question territoriale. Et au premier chef, un enjeu pour les maires qui doivent gérer tout ce qui en découle, l'accès aux services, la sécurité, l'éducation, la cohésion sociale, les processus, j'allais dire, d'attribution de logement quand il ne s'agit pas de résoudre l'incroyable équation de l'application de la loi Dallot. J'entends les craintes suscitées par les mesures proposées par le gouvernement, en dépit des propos rassurants
qui vous ont été tenues hier par le Premier ministre. Ces craintes, Monsieur le Président, vous les avez relayées au sein de l'Association des maires de France, car elles pourraient mettre à mal nombre de bailleurs sociaux, mais aussi certaines collectivités, par le jeu des garanties d'emprunt, mais aussi et surtout par l'impact qu'auraient ces mesures sur l'évolution des copropriétés. Les locataires en subiraient évidemment les conséquences. On parle peu des locataires, et je pense que c'est quand même le sujet aussi numéro un, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui vivent dans ces logements. Au Sénat, un groupe de travail transpartisan, tous les groupes, s'est constitué pour essayer de trouver un point de sortie plus acceptable, notamment au travers d'une hausse de la TVA acquittée par les bailleurs sociaux et une péréquation entre organismes. Le Premier ministre a repris hier cette idée. Je crois qu'on en est aux 2/3. Encore un petit effort. On va passer plus avant. J'ai proposé au Président de la République, au Premier ministre, qui l'ont accepté, d'organiser une conférence de consensus sur le logement qui se tiendra dans les semaines qui viennent, avant, très important, avant le dépôt du projet de loi qu'ils ont annoncé. Je suis en effet convaincu, et c'est sans doute une nouvelle méthode qu'il faudrait mettre en place, qu'un dialogue préalable est nécessaire pour permettre une réforme aussi importante qui touche aussi la vie quotidienne de nombre de nos compatriotes dans de bonnes conditions. Nous porterons ainsi la voix des territoires naturellement en lien avec vos associations. Les élus locaux sont des acteurs majeurs de la politique du logement. Et là aussi, je veux mettre en garde contre les tentations de recentralisation rampante ou de fusion-acquisition autour de 2 ou 3 partenaires. Sur tous ces sujets, le Sénat sera à l'écoute des élus en prise directe. Certains ont pu craindre que la fin du cumul des mandats n'entraîne une trop grande prise de distance entre le Sénat et les élus locaux. C'est vrai que le sénateur du 1er octobre 2017 ne ressemble pas au sénateur de juin 2017. Mais, je vous le dis, ce lien, il sera maintenu, il sera renforcé. Nous prendrons des initiatives pour un nouveau mode de relation qui soit tout aussi solide. Plateforme de consultation des élus locaux, elle devrait être ouverte dans quelques mois, sur la construction et aussi l'application des lois. Mise en place de la mission d'assistance juridique que vous pouvez déjà tous saisir au travers de vos sénateurs. Ne vous gênez pas. Mes collègues sont attentifs aux élus locaux et portent la voix des territoires. Nous avons donc décidé de lancer dans le cadre de la délégation 2 missions de réflexion pour l'avenir. Et je remercie l'ensemble des membres de la délégation. La première, je vais dire, sur un sujet toujours annoncé dans les discours, sans jamais aucune proposition réellement concrète, sur le statut des élus locaux. Il faut qu'on sorte du discours pour entrer dans le concret. La seconde, sur la place et le rôle des élus municipaux dans la gouvernance des intercommunalités. Les élus municipaux occupent une place essentielle dans notre vie démocratique. 550 000. Mais je sens qu'au fil des regroupements intercommunaux, et notamment du XXL, qui va bien pour ma chemise, mais qui ne va pas toujours très bien pour la dimension de certains regroupements. Oui, je sens qu'au fil des regroupements intercommunaux et des transferts de compétences, certains élus s'interrogent sur leur rôle et leur place réelle. J'ai vu à l'inverse des expériences innovantes et positives d'associations aux projets conduits par les intercommunalités d'élus municipaux qui ne sont pas conseillers communautaires. Et j'ai vu combien cela peut redonner du sens à leur mandat. Je suis convaincu qu'il nous faut travailler sur ce sujet pour que l'ensemble des conseillers municipaux soient pleinement satisfaits de leur engagement si important au niveau de nos concitoyens. Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président délégué, souvenons-nous, c'était maintenant il y a 2 ans, nous partagions un drame, le drame du Bataclan et d'ailleurs. Et qu'est-ce qui s'était passé? Nous voyons bien que c'était autour des maires, autour des élus municipaux, autour de la mairie que les citoyens se retrouvaient, quand ils s'interrogent, quand ils doutent. Nous sommes quelque part un repère. Je le dis souvent, la commune est la petite république dans la grande.
et que la Grande République, elle a besoin de ces communes, que ça n'est pas une conception dépassée, que ça n'est pas simplement une conception qui serait dépassée pour certains analystes qui ont du mal à sortir d'eux-mêmes et qui ne partagent pas et ne comprennent pas la France. Moi, je vous le dis, vous êtes des acteurs majeurs de la cohésion du pays. Et moi qui souhaite que mon pays aille mieux, y contribue, qu'il ne suis pas dans une attitude autre que celle d'un président d'un Sénat libre, où on ne dit jamais oui par discipline et jamais non par dogmatisme. C'est l'attitude qui est la nôtre. Eh bien, je vous le dis, il faut, et j'espère demain, et en tous les cas, comme votre président et d'autres, j'aurai tout fait pour que demain, on puisse, je l'espère, trouver un chemin de confiance. Notre pays en a besoin. Mais la confiance, ce n'est pas que des mots. Ce sont des actes, des engagements. Alors, je vous le dis, mes chers collègues, le Sénat sera toujours la maison des collectivités territoriales. Vous avez besoin de confiance, de respect, de liberté. C'est pour la cohésion de notre pays et pour donner chair et vie à la République. Vive la commune, vive la République! Merci Gérard Larcher, merci Monsieur le Président du Sénat. Alors, vous avez déjà bien introduit nos débats ce matin sur intercommunalité, les nouveaux modèles d'une dynamique. André Léniel, vous allez nous rejoindre à nouveau puisque vous co-présidez ce débat sur le bloc local, commune et intercommunalité. Et nous allons voir dans un premier temps de cette matinée eh bien, quel est l'avenir des communes, comment cela peut se fonder sur un nouveau pacte intercommunal. Et pour en parler, j'invite Françoise Gatel, sénatrice, présidente de l'Association départementale des maires d'Ille-et-Vilaine, qui est aussi la rapporteure de la commission intercommunalité de l'AMF que vous présidez, André Léniel. Laurent Hénard, le maire de Nancy et vice-président de la métropole du Grand Nancy. Claude Billac, le maire de Perret, dans l'Hérault, président de l'association départementale des maires de l'Hérault. Laurent Civelle, le maire de la commune nouvelle de Rion-des-Landes, président d'une communauté de communes Pays Tarussade, et c'est dans les Landes. Caroline Cailleux, la présidente de Ville-de-France, maire de Beauvais. Et puis Jacqueline Gouraud, la ministre auprès du ministre d'État, ministre de l'Intérieur. Voilà, mesdames, messieurs, prenez place pour que nous puissions commencer ce débat sur l'intercommunalité et le bloc communal, la relation avec les communes. Bien, alors, Madame la coprésidente Françoise Gatel, sénatrice, on vient d'entendre le président du Sénat. C'était une excellente introduction à notre débat de ce matin. Comment aujourd'hui faire vivre, faire respirer la relation commune-intercommunalité? Il y a eu le Big Bang du 1er janvier 2017 avec de nouveaux périmètres. Tout à l'heure, il y a eu la métaphore XXL, pas seulement pour la chemise du président du Sénat, mais pour les périmètres intercommunaux. On voit bien qu'il y a quelque chose à inventer dans ce nouveau paysage pour le bloc local, intercommunalité, commune. Merci beaucoup. Bonjour à tous, Madame la Ministre, mes chers collègues. Moi, je suis heureuse du propos du président du Sénat parce qu'il a à la fois un langage très vrai, très direct, et il a, je crois, une véritable vision de ce que peut être notre pays qui doit réussir et du rôle indispensable des collectivités, notamment des communes, pour réussir avec l'État une action publique efficace. Et le président du Sénat a beaucoup parlé de la nécessité de tailler la chemise d'une bonne manière et que du nord au sud et de l'est à l'ouest, le format unique n'est pas forcément et n'est pas la condition de la réussite, mais qu'il convient sans doute d'être un peu agile, intelligent et surtout d'inventer dans notre architecture territoriale, on va en parler tout le long de la matinée, cher Jean, des articulations et des intelligences qui font que communes et intercommunalités peuvent travailler en harmonie avec la métropole ou avec le département, parce que je crois qu'il faut du lien
de la ville à la campagne, sans oublier effectivement ce terrain intermédiaire et un peu frontalier que sont les petites villes et les villes moyennes. Donc on est obligé aujourd'hui, on parle toujours de l'intelligence des territoires, mais je pense qu'aujourd'hui il faut aussi parler d'agilité, d'adaptation. Ça renvoie à la responsabilité des élus, mais les maires qui sont ici portent l'obligation de réussir pour leur territoire. Chacun d'entre nous peut s'inspirer de l'expérience des autres, mais dans chacun de nos territoires, il faut inventer, grâce à la souplesse de la loi, la solution qui nous convient pour aujourd'hui, mais aussi pour demain, parce que c'est aujourd'hui que l'avenir se prépare. Alors je vous propose justement qu'on regarde comment ça fonctionne, comment ça pourrait fonctionner mieux à partir de l'expérience de vos collègues maires, présidents d'intercommunalités qui sont présents ce matin avec nous, en commençant par Christian Billac, maire de la commune de Perret, c'est dans l'Hérault, c'est une commune de 1000 habitants, mais vous êtes aussi délégué dans une interco, communauté de communes qui regroupe 21 communes, 25 000 habitants, et justement dans ce nouveau périmètre d'intercommunalité, comment vous voyez aujourd'hui votre place de maire et la bonne respiration à trouver entre vos élus au conseil communautaire et l'action que vous menez à l'échelon communal? Oui, beaucoup de questions. Moi d'abord, je voudrais essayer de tordre le cou à un concept qu'on nous vend à longueur de journée et qui s'appelle les économies d'échelle. Oui, je vais être iconoclaste. Alors moi, les économies d'échelle, vous savez, dans l'Hérault, on a un poète qui s'appelait Georges Brassens, et dans une de ses chansons, il évoque Blaise Pascal. Et il dit, mettez-vous à genoux, priez et implorez, faites semblant de croire, et bientôt vous croirez. Et donc, c'est ce qu'on fait. On se met à genoux, on implore, on fait semblant de croire aux économies d'échelle. Or, qu'est-ce qui se passe trop souvent? Qu'est-ce qui se passe trop souvent? C'est qu'on a un service qui marche bien, qui répond aux besoins de la population et qui est géré par la commune. Et puis on dit, ah oui, mais si on se regroupe, on va faire des économies d'échelle. Vive les économies d'échelle! Alors on se regroupe en XXL, comme l'a souligné le président du Sénat. Et là on s'aperçoit qu'en fait d'économies d'échelle, au personnel qui faisait déjà le travail, parce qu'il faut continuer à faire le travail, il faut ajouter la flotte automobile. Parce qu'évidemment, le personnel, on le base dans une unité centrale, il faut qu'il se déplace d'une commune à l'autre. La flotte automobile et tous ses frais de carburant. Et puis on s'aperçoit qu'il faut mettre en place un encadrement et un secrétariat. Et puis on s'aperçoit qu'il faut enlever ce qui se faisait dans chacune commune précédemment, c'est-à-dire le bénévolat des élus et des conseillers municipaux aux côtés des employés communaux. Et à la fin, on se dit, ça coûte quand même cher. Mais là, il y a une réponse qui est imparable. Oui, ça coûte cher, mais maintenant, vous avez des statistiques, vous avez des graphiques, vous avez des camemberts, et vous avez un service performant. Voilà, donc ça c'était un peu pour tordre le cou à ce concept qu'on nous vend à longueur d'année. Et voilà, alors on fait toujours semblant d'y croire, comme le disait Blaise Pascal, mais on commence à y croire de moins en moins. Alors la place du maire, eh bien, je crois avoir répondu. C'est-à-dire qu'il faut toujours faire au plus près des citoyens ce qu'on peut faire. Et il faut déléguer à l'intercommunalité ce qu'on ne peut pas faire seul. Voilà, c'est ça le truc. Pourquoi transférer une compétence qu'on peut exercer au niveau local? Et on en a l'exemple avec l'eau et l'assainissement. Il y a des endroits où il faut transférer l'eau et l'assainissement parce qu'il y a des complexités de traitement, parce qu'il y a des complexités d'approvisionnement, parce qu'il y a des problématiques à résoudre et que les communes ne peuvent pas les résoudre seules. Et là, il est évident qu'il faut se regrouper, comme on l'a fait dans des tas de domaines. On a su se regrouper bien avant toutes les lois pour gérer les déchets, par exemple, partout en France. Mais là où ce n'est pas utile, pourquoi nous obliger à nous regrouper si on est capable, localement, de bien rendre le service à la population? Merci Christian Billac. Alors,
Vous avez traduit effectivement un sentiment qui est partagé par beaucoup de vos collègues et qui va contre ce qu'évoquait Françoise Gatel, qui est cette agilité à trouver dans ce contexte. Laurent Civelle, vous êtes maire d'une commune nouvelle dans les Landes, c'est d'ailleurs aujourd'hui la seule commune nouvelle, et président d'une communauté de communes qui regroupe 17 communes, 17 500 habitants, qui est une grosse communauté de communes à l'échelle des Landes. Mais vous avez essayé justement d'aller contre les problèmes que soulevait Christian Billac, comment retrouver de l'agilité, comment faire fonctionner ce couple avec la commune nouvelle, une commune nouvelle qui s'est créée à partir d'un projet scolaire, si j'ai bien compris. Oui, c'est tout à fait ça. Bonjour à toutes et à tous, mes chers collègues. C'est vrai qu'être maire d'une commune nouvelle et président d'Interco, c'est un peu comme la chauve-souris de La Fontaine. Regardez mon corps, vive les rats, regardez mes ailes, je suis oiseau. On pourrait croire que c'est totalement antinomique d'avoir ces deux mandats. Moi, je prétends que non. Déjà, je vais très bien. Mon équilibre général est tout à fait sauvegardé et il n'y a pas eu de particularisme dans notre territoire qui fait que la vie serait plus difficile à vivre en ayant ces deux mandats. La commune nouvelle, mes chers collègues, et je rejoins tout à fait ce que vous disiez, ça n'est pas la négation de la commune. Au contraire, c'est à mon avis la pérennité des communes en France. Vous vous associez avec qui vous voulez. C'est pour ça que les mariages forcés... En commune nouvelle, hein, on ne parle pas de l'intercommunalité. Non, pardon, en commune nouvelle, hein, autant pour moi. Vous vous associez avec qui vous voulez en commune nouvelle, et c'est exactement ce qui s'est passé dans mon cas. Vous aviez déjà l'habitude de travailler ensemble sur ce projet scolaire, voilà. Et vous êtes dit, on va aller plus loin et peser davantage dans notre intercommunalité. Le mariage de deux communes. Il y a 20 ans, mon collègue, le maire de Boss, la commune s'appelait Boss, a décidé de fermer son école parce qu'elle allait fermer à court terme ou à moyen terme, et il voulait absolument que ses enfants, les enfants, aillent dans l'autre commune, qui est donc la commune de Riom-des-Landes. À partir de là, les choses se sont engagées. Il a fallu 20 ans. Finalement, une commune nouvelle, ça n'est jamais que la concrétisation d'une longue histoire. Lorsqu'on force les gens, lorsqu'on viole les élus, évidemment, ça ne peut pas marcher. Et malheureusement, c'est ce qu'on constate de plus en plus. Lorsque c'est une association à la fois volontaire et donc pérenne, eh bien, c'est là que sont présentes les clés du succès. Et je peux répondre, au bout d'un an de fonctionnement, que non seulement aucun des habitants, des 3100 habitants que compose la commune nouvelle, ne se plaint de la situation actuelle, mais en plus, le défi démocratique, qui est l'association de 2 conseils municipaux avec des gens qui, 3 ans avant, n'avaient rien à voir, étaient de simples collègues, qui sont désormais des amis. J'ai coutume de dire que dans une commune nouvelle, ça n'est pas une page qui se tourne, c'est un livre qui s'ouvre. Et c'est une très belle aventure. Alors donc c'est un projet qui est porté par les élus de ces 2 communes, mais aujourd'hui donc dans une interco de 17 communes. Et on le voit bien, Gérard Larcher l'évoquait, c'est toute la difficulté dans ces grandes intercommunalités de faire participer l'ensemble des élus, bien sûr les maires qui sont délégués, mais aussi les conseils municipaux au projet intercommunal. Comment vous relevez ce défi chez vous dans les Landes ? Alors, dans les Landes, je dirais pas dans toutes les Landes, je dirais mais dans mon interco. Dans le pays Tarusade que vous présidez. En fait, on s'aperçoit, et je suppose que bon nombre d'entre nous le vivent, les conseils communautaires deviennent des chambres d'enregistrement. Et beaucoup de nos collègues conseillers communautaires estiment et se plaignent, parfois à juste raison, que les décisions sont prises ailleurs, ou dans le bureau exécutif, ou dans la conférence des maires. C'est ce défi-là qu'il faut relever. Il faut absolument, non seulement faire descendre l'information, mais faire participer tous les conseils communautaires, quels qu'ils soient. On connaît le jeu des commissions, on connaît évidemment la communication. Je pense que c'est très important. Nous, on a mis en place tout récemment l'ensemble des comptes rendus. Ça paraît vraiment une réflexion par le petit bout de la lorgnette, mais l'ensemble des comptes rendus, des décisions que le bureau exécutif a pris est désormais envoyé à l'ensemble des conseils. On peut se dire que les maires ou les représentants communautaires se trouvent peut-être passés au-dessus, mais la réalité, c'est que si on veut avoir des territoires vivants,
si on veut avoir des intercommunalités acceptées, et par la population, et par les premiers, c'est-à-dire les élus, il faut qu'il y ait cette collaboration et cet échange d'informations du haut vers le bas et du bas vers le haut. Et l'interpellation de Christian Biac sur les économies d'échelle, c'est un objectif pour vous? Alors nous, on en a eu, mais je peux tout à fait passer un tour dans l'Hérault. J'apprécie beaucoup ce département. Non, effectivement, je pense que lorsqu'on fusionne des intercommunalités comme ça au 1er janvier, les économies d'échelle, elles se font à moyen terme. C'est évident. Pourquoi? Parce que, on va le dire avec les principaux collaborateurs, vous avez 3 intercos qui ont 3 DGS. Bon, vous en gardez 3 au 1er janvier. La difficulté, elle est là. Donc, les économies d'échelle ne se font pas dans un premier temps. Le 1er janvier, mais le après... 1er janvier. Et après, il faut gérer. Et humainement, ça n'est pas simple. Ceux qui sont les plus à plaindre, ce sont les agents territoriaux qui se retrouvent mixés dans une soupe infâme alors qu'ils n'ont absolument pas donné leur avis. Moi, ce que j'y vois, par exemple, il y a dans les Landes un système qui est la téléalarme, mais qui existe évidemment partout ailleurs. Lorsqu'une personne âgée de plus de 70 ans a droit, paye une cotisation, c'est une sorte de petit collier autour du cou, ma propre grand-mère en a un. Lorsqu'elle a un malaise, elle appuie, les pompiers arrivent. J'ai 17 communes. J'ai 8 façons de financer les choses. Il y a des communes qui participent pour moitié, il y a des communes qui ne participent pas, donc chaque ayant droit se le paye. Là, pour le coup, on a appliqué au mieux disant, c'est-à-dire la communauté de communes prend le coût pour elle à 100%, et donc la personne âgée, qu'elle soit dans une des 17 communes, a le même traitement. Alors donc un qu'avant, il y avait un vrai exemple déficit. avec justement de la souplesse que vous souhaitiez mettre en place. On va continuer le tour de table. Des contextes territoriaux différents. Alors, Caroline Cayeux, vous êtes la présidente de Villes de France, qu'on appelle les villes moyennes, les villes d'équilibre. Vous êtes la maire de Beauvais. Et vous, justement, comment, en tant que présidente d'une communauté d'agglomération, alors qui a beaucoup grossi, puisque vous allez passer au 1er janvier 2018 de 31 à 53 communes et passer un seuil de plus de 100 000 habitants, vous organisez aujourd'hui cette relation entre les communes membres et l'intercommunalité et la communauté d'agglo. Merci de nous donner la parole. Madame la ministre, mes chers collègues, chers amis, c'est vrai que nous allons nous agrandir, mais je voudrais dire au passage, avant de vous donner quelques exemples, cet agrandissement n'a pas été volontaire au départ. Il a été imposé par un préfet il y a 2 ans aujourd'hui, et nous récupérons au mois de janvier 2018 un certain nombre de communes qui faisaient partie du bassin de vie, mais qui malheureusement avaient été entraînées dans une autre intercommunalité. Donc, à partir du mois de janvier, nous récupérons ces communes parce qu'elles ont obtenu l'autorisation et le vote favorable de la CDCI pour revenir dans ce qui aurait été leur bassin de vie initial. Mais c'est là aussi justement un témoignage sur ces intercommunalités qui n'ont pas été forcément choisies. S'il peut y avoir un peu plus de souplesse et d'initiative chez les élus, je pense que ça faciliterait les relations, parce que c'est jamais simple d'entrer dans une collectivité à reculons et finalement d'en sortir à la fin d'une première année. Donc je pense que la souplesse et l'initiative, comme les collègues le disent, est un point auquel je pense que les maires sont attachés. Aujourd'hui, faire vivre 51 communes, c'est aussi, j'allais dire, faire beaucoup de liens entre les communes. Nous avons mis en place, depuis ces 2 années, un pacte fiscal et financier, ce qui fait que pour la fin des mandats, les maires sauront comment ils peuvent gérer leurs investissements, gérer la continuité, puisque nous sommes à mi-mandat bien entamé. Et puis, j'allais dire, nous travaillons avec un bureau qui a tous les maires sont invités systématiquement tous les mois. Alors, ils viennent ou ils ne viennent pas, mais ils sont invités. Et nous envoyons, comme mon voisin, les comptes rendus de ces réunions et des conseils communautaires à tous les conseillers municipaux. Donc faire participer les maires aux réunions du bureau à côté de la conférence des maires. Voilà, c'est la clé. Et nous avons mutualisé depuis déjà, je dirais, 2008, dans les intercos successifs qui sont venus travailler avec nous, nous avons mutualisé beaucoup de services, la DRH, les finances, l'aménagement. C'est la réponse économie d'échelle Ça a fait des économies d'échelle. Surtout, ça a apporté un plus aux élus locaux, aux maires, qui n'ont plus ces services
dispensés par l'État. Et donc, l'instruction des permis de construire est désormais faite dans l'agglo, dans un service urbanisme qui a été mis en place gratuitement au service des maires, mais qui gardent leur droit des sols et qui gardent leur signature au bas des permis de construire. Donc, c'est une économie d'échelle pour eux, mais c'est une économie d'échelle, je pense, pour tous, dans l'aide à la décision, dans l'aide à un certain nombre de choix qui sont faits par les élus locaux. Parce que je pense qu'il ne faut pas s'y tromper. C'est le maire, comme disait le président Larcher, qui est le repère in fine. L'intercommunalité, quand vous avez un problème de ramassage des ordures ménagères, c'est le maire qui vient voir si ça n'est pas fait. Donc l'agglo, c'est, j'allais dire, une entité qu'il est difficile de rendre vivante auprès des différents maires. Et c'est là tout le pari que nous faisons d'associer nos élus, nos maires, nos conseils municipaux aux décisions qui sont prises. Et quand on préparait ce débat, vous me disiez aussi, quand on veut associer les petites communes, travailler avec les secrétaires de mairie eux-mêmes pour que l'information soit vraiment partagée. Une fois par an, nous les recevons tous pour leur présenter comment travailler, comment améliorer leur collaboration. Et avec une diffusion des documents et des projets. Alors, autre contexte, et là c'est un contexte urbain et métropolitain, avec vous, Laurent Hénard, maire de Nancy, vice-président de la métropole du Grand Nancy. On salue son président André Rossino qui interviendra cet après-midi dans nos débats. Comment on organise justement cette nouvelle donne quand on est le maire de la ville-centre et qu'on est dans un projet plus vaste? Il y a le Grand Nancy, il y a le sillon lorrain aussi avec ce projet de pôle métropolitain, d'interterritorialité sur du développement local. Oui, bonjour à toutes et à tous, pardon pour ma voix qui n'est pas Si, vous êtes bien audible, pas de problème. Deux remarques. La première, c'est qu'à Nancy, on avait déjà en fait développé l'intercommunalité de manière volontaire au point d'exercer les compétences d'une métropole avant de le devenir. Je dis ça parce que ça veut dire, comme ça a été dit par plusieurs intervenants avant, que l'essentiel, c'est quand même la démarche volontaire et la démarche de contrat. Je ne suis pas sûr que le passage en métropole aurait été possible du point de vue de l'État s'il n'y avait pas eu une adhésion. Et cette adhésion, elle a été possible parce que l'intercommunalité a été volontaire, avec des solutions qui sont différentes d'un terrain à l'autre. J'écoutais avec beaucoup d'intérêt ma collègue de Beauvais sur les permis de construire et les autorisations d'urbanisme. Sur Nancy, par exemple, ce n'est pas un service intercommunal, c'est la ville-centre qui a développé un service mutualisé, mis à la disposition des autres communes, avec une convention financière passée dans le cadre de la métropole. Donc, je crois que c'est important, il faut laisser les territoires trouver leurs solutions. Et qu'on soit métropole, communauté de communes, peu importe. Je crois que la démarche essentielle, c'est de bien comprendre que les regroupements, les réorganisations durent parce qu'elles sont consenties. Et que, effectivement, ce qui est imposé pose derrière beaucoup de difficultés de fonctionnement. La deuxième remarque que je voulais faire, c'est le pays légal, le pays réel. Voilà. À un moment donné, il faut faire coller l'organisation légale, en l'espèce l'intercommunalité, à la réalité des gens. Et c'est d'ailleurs le défi qu'on a sur Nancy, c'est qu'aujourd'hui la métropole couvre 20 communes et la moitié de la zone d'emploi. Or, par rapport à des compétences intercommunales, qui sont des compétences de projet, de développement, l'économie, les mobilités, les grands services publics, l'urbanisme, évidemment que l'objectif, c'est de coller à la réalité des gens, qui est la zone d'emploi. Et vous évoquiez le sillon lorrain, mais ce n'est pas ce que je voudrais évoquer. Ce que je voudrais évoquer, c'est le SCOT qu'on est en train de transformer en pôle métropolitain pour essayer de faire en sorte que la métropole, au moins dans un premier temps, dans son développement, puisse associer et avoir des projets partagés avec toutes les intercommunalités qui sont dans la même zone d'emploi qu'elle. Aujourd'hui, la zone d'emploi de Nancy, c'est pas loin de 600 000 habitants, et de la métropole, c'est un peu moins de 300 000. Donc ça veut dire qu'en fait, la moitié de la zone d'emploi en habitants, et encore moins en surface d'ailleurs, est dans la métropole. Donc il faut qu'on trouve le moyen de coller aux réalités. Et je pense que c'est ça le défi, que ce soit des communes nouvelles, que ce soit des intercommunalités. Le défi des maires, c'est de coller aux réalités sans se décoller du terrain. Et pour faire écho à ce que disait Christian Billac, c'est aussi agir sur plusieurs échelles, ce que vous êtes en train de nous décrire. Oui, mais je pense que, en fait, il y a l'échelle du moment,
et puis à l'échelle de l'avenir. Voilà. Je pense que la métropole, elle ne sera pas durable dans son périmètre actuel. Simplement, on ne peut pas se contenter de le dire. Il faut qu'elle fonctionne aujourd'hui, qu'elle rende les services aujourd'hui, ce pourquoi les communes l'ont mandatée d'une certaine manière. Et puis, il faut qu'elle prépare son périmètre et ses missions de demain, dans un contexte de concurrence des territoires, où en plus, nous sommes dans une région frontalière, où tout ne se passe pas dans un écosystème français. On a le Luxembourg pas très loin, qui a sa fiscalité, qui a sa réglementation, qui a son attractivité, et qui d'une certaine manière nous fait un dumping. Donc il faut qu'on anticipe tout ça. Et je crois que c'est ça le sujet essentiel, avec un suffrage qui reste effectivement, et c'est important de le dire, le suffrage des maires. Et moi je suis, pour ma part, opposé à l'élection des métropoles au suffrage direct. Je pense que quand on crée, aux yeux de nos concitoyens, des élections dont ils ne perçoivent pas l'objet, on court le risque populiste et extrémiste. Et à un moment donné, si on veut que le maire corresponde à 300 000 habitants, on fusionne les communes. Mais il faut être très prudent sur le mode de scrutin et sur le lien démocratique. Dans nos échafaudages, il ne faut pas qu'on perde ça de vue. Parce qu'il ne reste quasiment plus que nous pour faire vivre la démocratie. Là, je parle au quotidien. On voit bien que les débats nationaux sont violents, qui peuvent être hors sol. Et à un moment donné, c'est l'expression d'André Rossino, il parle de République des territoires. C'est une belle expression qui dit bien qu'au concret, la République, elle s'exerce par l'action dans les territoires, par l'initiative dans les territoires. Donc je pense qu'il faut qu'on réussisse à faire les deux, trouver les bonnes échelles, faire changer nos coopérations, développer nos intercommunalités de manière volontaire. Et il faut que l'État ait la sagesse de permettre des organisations territoriales de plus en plus différentes pour tenir compte des réalités. Être frontalier, être au cœur de la France, avec aucune compétition avec des pays voisins, c'est deux situations différentes. Être dans une intercommunalité rurale avec des villages de quelques centaines d'habitants, ce n'est pas les mêmes réalités, évidemment, qu'une métropole autour d'une ville de plus de 100 000. Donc il faut pouvoir faire du sur-mesure. Je pense que c'est le défi du moment, parce que si jamais on ne répond pas à ce défi, je crois que c'est le développement de notre pays qu'on va enrayer. Alors ça, c'est le problème de la métropole de Nancy et de sa ville-centre. C'est aussi, Caroline Cayeux, le défi de beaucoup de villes moyennes et le défi que vous avez relevé en pensant, donc vous êtes à côté de l'Île-de-France, avec la nécessité de travailler vous aussi en pôle métropolitain sur le développement de ce territoire. Alors, nous avons en effet dans l'Oise constitué un pôle métropolitain avec trois agglos, celle de Compiègne, celle de Creil et donc celle de Beauvais. Mais à côté, et c'est là où c'est-à-dire c'est la limite de l'exercice, on ne peut pas laisser sur le bas-côté les communes rurales. Donc c'est construit à côté un PETR, certains d'entre vous, voilà. Et vous devez tous le connaître. Pôle d'équilibre territorial et rural, les anciens pays. Et là, je pense que c'est aussi la limite de l'exercice, parce qu'on ne peut pas surajouter éternellement des structures. Nous travaillons sur ce territoire-là déjà en pays, où il y avait 7 intercommunalités, et finalement, aujourd'hui, en voyant ces nouvelles structures qui se mettent en place, on a presque le regret de ne pas avoir fait une grande agglo englobant nos territoires ruraux. Parce qu'en fait, ces territoires ruraux, il faut absolument qu'elles partagent la vie économique, les services publics, les logements, un certain nombre de transversalités que nos villes moyennes, qui sont des centres ressources et des pivots pour ces territoires. Et là, je parle particulièrement pour les départements où il n'y a pas de métropole. Là, c'est sans doute plus facile de faire cette connexion ville moyenne et territoires ruraux, puisque nos agglos sont constitués autour avec ces territoires ruraux, que dans un département où il y a une métropole. Je ne vais pas dire qu'elle vampirise toutes les compétences, mais c'est vrai qu'elles ont accumulé depuis un certain nombre d'années beaucoup de richesses, beaucoup de compétences, beaucoup d'attirance, et que donc nos villes moyennes sont quelquefois prises en ciseaux par rapport à ces grandes métropoles. Et donc c'est là où, évidemment, les agglos ont un rôle particulier à jouer avec ces villes moyennes comme centre. Merci. Alors, on va ouvrir assez rapidement le débat avec vous. Hein. C'est le congrès des maires et présidents d'intercommunalité. C'est votre congrès et vous allez pouvoir vous exprimer. Voilà, il y a les 2 points micro dans cet auditorium. Mais avant de rentrer dans cet échange, André Léniel, vous dites souvent dans les EPCI, il y a deux lettres importantes, c'est coopération intercommunale, le C et le I. Justement, on voit bien les risques qui ont été évoqués ce matin.
comment mieux faire fonctionner cette coopération et éviter les dérives qui ont pu être pointées au début de notre débat. Moi, j'ai retenu de tout ce qui vient d'être dit plusieurs mots. Liberté. Tout le monde a témoigné que quand c'est un rapprochement volontaire dans la liberté, alors il a toute chance d'être réussi. Ça a été dit aussi bien par Nancy que par tous les autres intervenants. Ça me paraît effectivement une condition fondamentale. Quand Jacques Pélissard et moi avons décidé de promouvoir la commune nouvelle, la seule condition que j'ai mise, mais Jacques était d'accord, c'était que ça soit totalement libre en termes d'association et qu'il n'y ait aucune interférence de quelque nature que ce soit de l'État. Et nous savons bien les uns et les autres que les communes nouvelles, elles n'ont de chance de réussir que si elles ont un projet commun. Ce n'est pas parce qu'il y a une carotte financière qui, elle, s'arrêtera très rapidement. Nous nous faisons les uns et les autres aucune illusion sur le sujet. Et d'ailleurs, serait-ce sain, parce que je rappelle que la carotte financière, elle est payée par les autres communes, puisque c'est à enveloppe fermée. Donc, oui, liberté, ça me paraît essentiel. En même temps, c'est vrai que nous avons ces dernières années subi beaucoup de modifications, de transformations. Ce sont les régions qui ont évolué. On a peu évoqué les rapports avec les régions. Mais il est évident que les rapports d'aujourd'hui ne sont pas les mêmes que ceux que nous avions avec les régions qui étaient dans des périmètres plus restreints. Moi, j'ai la chance d'être dans une région qui n'a pas modifié son périmètre. Bien, nous sommes dans la même avec Jacqueline. Nous sommes dans la même région. Et moi, je considère que c'est une chance parce que ça nous permet de continuer l'action sans être englués dans un certain nombre de difficultés de rapprochement. Mais surtout, moi, je pense aux citoyens. J'ai en face de moi le maire de Guéret, mon ami Michel Vernier. Quand il doit aller de Guéret à Bordeaux, voire à Pau, excusez-moi de vous dire que la proximité avec le citoyen, ça pose quand même quelques difficultés. Donc, voilà, nous avons des périmètres qui ont changé. Comment faire qu'il y ait de nouveaux types de relations avec ces périmètres qui ont été modifiés? Quel type de relation va pouvoir se mettre en place avec les métropoles? Alors, pardonnez-moi de dire cela, je vais peut-être blesser quelques-uns, mais il y a les vraies métropoles, celles qui sont véritablement d'équilibre européen, et ça a un sens. Et puis, il y a les métropoles d'équilibre intérieur. Voilà comment je dirais les choses. Ce n'est pas tout à fait le même rôle, me semble-t-il. C'est pas tout à fait le même rôle, me semble-t-il. Y compris parce que quand on est frontalier, on a des problèmes spécifiques. Ça a été très bien dit par Laurent Hénaf il y a quelques instants. Quelles devront être les relations entre les communes de la métropole? Et je partage tout à fait ce qu'il a dit. Ça ne doit pas entraîner la disparition du suffrage universel pour les communes au profit de la métropole. Car ça serait alors une disparition programmée des communes qui sont à l'intérieur de ces métropoles. Et ça, personnellement, j'avoue que c'est pour moi inacceptable. Alors, on y viendra dans un deuxième temps du débat, et vous avez raison d'attirer notre attention sur l'importance de ce thème. Et dernier sujet que je voudrais évoquer, c'est un mot un peu complexe. On pourrait même le considérer comme technocratique, mais je crois qu'il est essentiel au débat que nous avons. C'est le mot subsidiarité. Ça veut dire quoi? C'est très simple, subsidiarité. Ça veut dire que tout ce qui peut être fait au niveau de la commune doit rester au niveau de la commune. Et que dès l'instant... Oui, c'est une notion essentielle si on veut que la commune continue à être le pivot de la vie démocratique dans notre pays, de la relation à nos concitoyens. Et ça veut dire que, bien entendu, tout ce qui ne peut être fait qu'à plusieurs doit nécessiter, et je réponds à votre question initiale, mon cher Jean, une coopération, une mutualisation. Vous savez, moi, je veux dire, ça fait maintenant plus de 20 ans, j'étais, je crois, le deuxième dans toute ma région à créer une intercommunalité. Et quand j'allais démarcher mes collègues, parce qu'il n'y avait pas vraiment beaucoup de volontaires à l'époque, je leur disais, ben attendez, vous avez une mutuelle, j'espère pour vous, parce que sinon c'est un danger de ne pas en avoir. Et ben moi, ce que je vous propose dans mon intercommunalité, c'est que nous mutualisions ce qui peut l'être en gardant la liberté fondamentale des communes. Ça doit être un outil au service des communes, cette mutualisation. Eh bien, je crois que si nous savons garder cet esprit de mutualisation,
dans le cadre d'une intercommunalité qui préserve la libre administration de la commune, alors nous définirons dans la durée les relations les plus souples et les plus intelligentes qui soient possibles et qui répondent le mieux à la proximité et aux attentes de nos concitoyens. Merci André Léniel. Jacqueline Gouraud, Madame la Ministre, alors ministre au lendemain d'une grande réforme territoriale, au lendemain aussi de ce nouveau contexte dans lequel doivent agir les élus locaux avec ces intercommunalités dont les périmètres ont souvent été agrandis, les compétences davantage intégrées. Comment vous, aujourd'hui, vous voyez l'action du gouvernement dans la suite de cette réforme territoriale quand on parle d'agilité, de liberté, de projet? Comment vous réagissez ? D'abord, pour dire, par rapport à votre introduction et par rapport aux interventions qu'il y a eu autour de moi par les différents maires et présidents d'intercommunalités, que nous partageons largement le constat qui vient d'être fait. À partir de ce moment-là, la première chose que je peux dire, ou répéter peut-être, c'est de dire que, fort de ce constat, fort de ces mutations très importantes qui ont été faites des régions, des intercommunalités, un nouveau scrutin électoral dans les départements, etc., etc., l'heure est à, je dirais, la pause. C'est-à-dire que pendant ce quinquennat, le président de la République s'est engagé et a déclaré qu'il ne ferait pas de réforme territoriale. Et ça, c'est quelque chose de très important, et que toute évolution locale serait basée sur la volonté des élus locaux, que ce soit les communes nouvelles, dont chacun a rappelé le caractère volontariste. Alors, je fais une petite incidente quand même sur la carotte, mon cher André, pour dire, et je suis d'accord avec toi, que la carotte, c'est la cerise sur le gâteau, si je puis dire. C'est-à-dire qu'il faut un vrai projet pour faire des communes nouvelles, bien évidemment, mais nous avons voté dans le projet de loi de finances, nous avons remis le soutien financier pour les communes nouvelles, puisqu'il y avait eu un arrêt à la fin de l'année dernière, et que toutes, bien sûr, les communes nouvelles qui se seraient formées dans l'année 2017 vont en bénéficier. D'ailleurs, par amendement, si je puis me permettre, le gouvernement avait prévu que cela concernait les communes nouvelles de 1000 à 10 000, et par amendement, il a été accepté dans la discussion à l'Assemblée nationale qu'il n'y ait plus de seuil. C'est-à-dire qu'au fond, 2 communes de 200 ou 3 communes de 200 qui se regroupent bénéficieront de cet appui. Et deuxièmement, on a remonté le plafond, si je puis dire, de 10 000 à 15 000, ce qui élargit, bien sûr, la capacité de communes nouvelles à se créer. Donc, pas de réforme territoriale, ça c'est quelque chose sur lequel il faut vraiment insister. Deuxième, alors je fais une parenthèse, Monsieur le Président de la métropole de Paris. Le seul sujet sur lequel il va être question de légiférer, c'est la métropole de Paris, mais c'est c'est un consensus des élus de la métropole, la nécessité de légiférer. Alors après, sur l'atterrissage, il y a encore des discussions en cours. La deuxième chose qui m'a semblé très importante dans votre discussion, c'est au-delà de la volonté locale, c'est au fond l'idée que la France est devenue très diverse et qu'il y a des zones très urbaines, des zones de grande ruralité, des zones... Bon. Et que donc il faut adapter, au fond, les politiques au territoire. Et le président de la République et le gouvernement ont imaginé ce qu'on appelle le droit à la différenciation. Ils consultent actuellement le Conseil d'État, c'est-à-dire, au fond, le fait que, bien sûr, on applique les lois partout sur le territoire, la République est une et indivisible, mais dans un certain nombre de domaines, il y aurait des facilités de donner
aux acteurs locaux et aux préfets dans l'application des lois. C'est quelque chose qui est très important, parce qu'aujourd'hui, on a dans la Constitution quelque chose qui s'appelle le droit à l'expérimentation. Mais le problème, c'est que ce droit à l'expérimentation est très cadré. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que vous avez droit à l'expérimentation pendant 3 ans, et si ça marche, si on considère que ça marche, il faut le faire sur l'ensemble du territoire français. Et bien sûr, c'est quelque chose qui est devenu aujourd'hui absurde, si je puis dire, étant donné la diversité du territoire français. Donc, je suis entièrement d'accord avec les spécificités locales dont il faut prendre en compte. Enfin, et je fais un troisième point par rapport à ce qui a été dit, j'ai été très intéressée par, et on a vu que c'est quelque chose de très fort par tous les acteurs qui sont sur cette scène, c'est la nécessité de se parler entre territoires, d'être complémentaires et de, comment dire, d'engager une solidarité entre territoires, riches et pauvres, urbains et rural, périurbains et grande ruralité, etc., etc. Et qu'il y a pas mal d'outils qui existent. Et tout à l'heure, on a parlé des PETR, on a parlé des pôles métropolitains. Je voudrais parler aussi de 2 expériences qui ont été faites, une à Brest, l'autre à Toulouse, qui sont les contrats de réciprocité. Alors, on aura cet après-midi le maire de Brest et les représentants du pays de Centre-Ouest Bretagne, et on verra effectivement comment s'organise ce type de réciprocité entre urbain et rural, comme à Toulouse avec les portes de Gascogne. Jean-Luc, bon... Salut Jean, je le vois. Ah ben voilà, il est là. Il est là, monsieur, le président de la métropole de Toulouse. Donc je trouve qu'il y a beaucoup d'outils et une des missions d'ailleurs de l'Association des maires de France est aussi de faire connaître tous ces outils qui existent et qui sont valables sur certains territoires, encore une fois, ou pas sur d'autres. Et je pense que pour terminer sur mon point de départ, c'est véritablement liberté dans le cadre actuel de la loi, d'initiative locale. Je crois que c'est très important. Voilà, vous dites les outils, donc la boîte à outils est bien garnie. Après, c'est aux élus de s'emparer de ce qui leur convient le mieux. Je vous rappelle que vous avez 2 points micro pour intervenir, pour témoigner, pour faire vos propositions. Et déjà, une main se lève. C'est à vous, monsieur. Vous vous présentez, s'il vous plaît? Oui, monsieur Vincent, maire de Limonest, membre de la métropole de Lyon, avec mon collègue Marc Grivel. La loi MAPTAM a fait en sorte qu'en 2020, avec le mode de scrutin qui a été mis en place, les maires des communes de la métropole ne seront plus représentés directement. C'est un déni de démocratie parce que j'ai été conseiller général à l'époque et conseiller métropolitain. La décision a été prise par 2 personnes, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur aujourd'hui, Gérard Collomb, et Michel Mercier, sans qu'aucune décision ne soit prise avec l'accord des maires. Ça a été fait en catémini sans qu'on ait pu notre mot à dire. C'est absolument scandaleux. Aujourd'hui, et ce soir, j'aurai l'occasion de revoir le ministre d'État, M. Gérard Collomb, nous sommes plusieurs, mon collègue Grivel complétera ce que je vais te dire, c'est absolument scandaleux. Nous demandons l'appui total de l'association des maires, et j'insiste là-dessus, pour que vous demandiez au Premier ministre que le mode de scrutin soit changé. On va parler du Grand Paris, mais le Grand Paris, c'est spécifique. Lyon, c'est spécifique. C'est un véritable scandale. Donc, nous vous demandons votre appui le plus fort possible pour modifier en 2020 le mode de scrutin. En 2014, on nous a dit que ça sera le fléchage. Alors là, on a dit, bon, on est d'accord. Et puis, subrepticement, on modifie en nous disant, oui, il y a des principes constitutionnels, la représentation des populations. Mais comme l'a dit le maire de Nancy, c'est la métropole de Lyon, c'est aussi des territoires. Nous sommes 30 maires, nous représentons plus de la moitié des communes de la métropole. Donc il faut impérativement qu'on change ce mode de scrutin qui est absolument injuste, d'autant plus qu'en 2020, nous pouvons très bien avoir un élu d'opposition conseiller métropolitain et le maire qui n'est pas conseiller métropolitain. Alors vous voyez le bazar. Je passe la parole à mon collègue Grivel, mais j'aimerais bien être entendu, Madame Gouraud, par vous-même et par notre ministre. Allez-y. Je complète simplement en 1 minute. C'est dire que, en fait, dans ce que vient de dire Max Vincent, c'est qu'on a découvert ce que veut dire le statut particulier. La métropole de Lyon est une métropole à statut particulier.
Alors, le statut particulier, ça veut dire simplement qu'en 2014, on vous demande de transférer des compétences. Une fois que les compétences sont transférées, la métropole est créée, la métropole de Lyon est créée, statut particulier, et à partir de ce moment-là, on vous dit suffrage universel direct, et statut particulier, ça veut dire que d'instantanément, en 2020, vous n'existez plus, puisque les métropoles sont expulsées de la métropole. C'est ça que l'on veut dire, c'est pour ça qu'on cherche votre soutien, et donc on attire votre attention, parce que soyez vigilants, dans une métropole à statut particulier, d'un seul coup et d'un seul, vous êtes mis dehors et vous êtes expulsés. Merci de nous soutenir, parce qu'on ne peut pas tolérer cette situation pour 2020. Merci à vous. Merci. Alors, Gérard Collomb nous rejoindra dans un petit moment, et donc je pense qu'il pourra répondre très précisément à la question que vous posez. On va passer de ce côté de l'auditorium. Monsieur, c'est à vous, si vous voulez bien vous présenter, poser votre question ou intervenir. C'est à vous. Oui, voilà, bonjour à toutes et à tous. Je suis élu en Moselle, dans une petite commune de 1400 habitants, et je fais partie des élus de Moselle qui ont lancé un appel. Trop c'est trop, parce que nous, comme élus de terrain, nous sommes confrontés à de multiples difficultés. Faute de moyens financiers, nous ne savons pas comment investir, comment assurer nos services publics. Avec la suppression des contrats aidés, nous ne savons pas comment faire fonctionner nos associations. Et tout ça, nous subissons donc les conséquences des restrictions budgétaires avec les lois NOTRe, de transfert des compétences, d'intercommunalité forcée, et de la loi MATPAM de création des métropoles. Alors, nous vivons une situation où Monsieur le Président de la République a décidé de baisser nos dotations de 13 milliards. Qu'est-ce que ça veut dire 13 milliards? On ne peut plus rien faire. Et nous n'avons pas été élus pour accompagner la mort de nos communes, alors que nos communes ont des besoins énormes, on nous les enlève. 13 milliards en moins, trop c'est trop. Alors nous avons lancé un appel et nous disons, en Moselle, comme dans tous les départements, nous sommes confrontés à une situation où nous nous posons des questions. Ici, on entend d'un côté que la situation, elle est inacceptable. Et de l'autre côté, on nous propose de co-construire un pacte financier, de co-construire un pacte dans le cadre de la réforme territoriale, dans le cadre de la conférence des territoires. Alors nous disons, nous les élus de terrain, les présidents de région ont quitté la conférence des territoires. La conférence des territoires, n'est-ce pas le moyen de nous faire, n'est-ce pas le moyen pour le gouvernement, pour l'État, de faire prendre en charge par les élus eux-mêmes la disparition de nos communes? Ce n'est pas pour ça que nous avons été élus. Je crois qu'on y reviendra tout au long du congrès. Je vais vous demander de conclure parce que vous avez simplement beaucoup de vos collègues qui veulent par prendre la cette parole. question. Est-ce que notre congrès aujourd'hui, qui est légitime, ne peut-il pas lancer un appel pour dire « nous ne participerons pas à la conférence des territoires » ? On va continuer les échanges avec vous et puis on donnera la parole au président de la métropole du Grand Paris, à Patrick Ollier, qui est avec nous ce matin. D'abord, c'est à vous. Merci. Madame le ministre, mes chers collègues, vous remercier de la tenue de ce propos ce matin. La relation entre la commune et l'intercommunalité ne doit pas être occultée au seul argument et au seul objectif de la finance publique et de la finance de nos collectivités. Ce n'est pas le maire d'une petite ville de 6 000 habitants en Haute-Garonne, avec un potentiel financier très faible, des charges de centralité et une démographie galopante, qui dira le contraire. Mais est-ce que l'enjeu principal pour l'avenir de nos communes n'est justement pas cette relation commune-interco? Nous sommes, je crois, et mon propos est une invitation à la réflexion, au milieu du gué, entre deux chaises. Soit on accepte et on dit et on va vers le fait que l'EPCI devienne une collectivité territoriale et non pas un lieu de coopération. Et à ce moment-là, nos communes deviendront des arrondissements. À ce moment-là, il y aura ces enjeux de démocratie et de suffrage. Et à ce moment-là, il y aura des enjeux de fiscalité commune et identiques en tout point. Ou alors, et c'est semble-t-il le propos de ce matin, nos communes restent ce socle de la République du quotidien, et il faut l'affirmer. Et alors, de grâce, suivant nos territoires, suivant notre histoire, suivant nos géographies, suivant nos sociologies,
Laissez-nous la liberté de faire comme on a fait depuis 100 ans que l'AMF existe. Créer des syndicats, un gros syndicat qui est l'Interco, le PCI, et faire en fonction de nos besoins, en fonction des besoins des gens, et cessons de nous imposer un modèle unique qui marche à un endroit et qui ne marche pas à un autre. Sans ça, le risque, et vous l'avez dit, et je le renouvelle, pardon, mais nous aurons de la technocratie locale. Nous aurons un désengagement des élus locaux et au final, un désenchantement des citoyens. Et ça aboutit à quoi? Le président Larcher l'a dit, au populisme. Nous l'aurons si nous le voulons. Nous ne l'aurons pas si nous ne le voulons pas. Merci de votre attention. Merci, monsieur le maire. Alors, il y a beaucoup de demandes de prise de parole. On va en garder un peu pour la deuxième partie de notre débat. Vous pourrez intervenir encore. Mais maintenant, Patrick Ollier, qui a été interpellé tout à l'heure sur la métropole du Grand Paris, souhaitait intervenir. Alors, monsieur le président, allez-y, c'est à vous. Oui, merci. Je souhaite intervenir très rapidement, mais fortement par rapport à ce qu'a dit Jacqueline Gouraud. J'apprécie beaucoup ce qu'elle a dit. Je suis d'accord avec elle. Sur ce quoi je veux insister, c'est d'abord la stupidité dans ce pays d'avoir des lois uniformes qui s'appliquent partout de la même manière sur le territoire. Et j'ai été pendant 30 ans parlementaire et je sais ce que c'est. J'apprécie beaucoup la volonté de la ministre, car si on arrive dans ce pays, effectivement, par le droit à l'expérimentation et par la liberté, comme vient de le dire notre collègue à l'instant, pour chacun d'entre nous d'agir par rapport aux conditions locales qui le concernent. J'ai été député de la montagne. Ce qui se passait dans mon ancienne commune Serre-Chevalier, ce n'est pas ce qui se passe aujourd'hui dans la métropole du Grand Paris. Tout le monde le comprend. Donc, 1, stop à l'uniformité de la loi dans le pays. 2, la métropole du Grand Paris. 7 millions d'habitants, 131 villes. Chers collègues, on a réussi à mettre en place la gouvernance partagée. Gauche et droite, on travaille ensemble. Madame Hidalgo est la première vice-présidente. Je ne suis pas socialiste, elle l'est. Et pourtant, on travaille ensemble. Pourquoi ? Parce que pour les 7 millions d'habitants, on ne peut pas se livrer à la politique politicienne. Et c'est une intercommunalité. Comme toutes les intercommunalités, elle réclame le consensus et l'accord. Et on a réussi à le faire. Je vous supplie, ne cassez pas ce qu'on a réussi à faire en 20 mois et qui marche bien. Pourquoi ? Parce que j'en reviens à 2 problèmes qui se posent, et je termine. L'effet de seuil. La métropole est importante, 7 millions d'habitants, 131 villes, 4 départements. Bien, il y a toujours un effet de seuil. Alors on me dit qu'il faut repousser l'effet de seuil. Mais il y aura toujours un seuil. Et après le seuil, il y a toujours un seuil. Les instruments d'aménagement du territoire dans la loi de la République existent. La métropole, c'est la zone dense continue. Et ce n'est que ça. Ce n'est pas autre chose que ça. Et c'est la zone dense continue gérée par les maires, élus au suffrage universel dans la commune, pour le gérer dans le cadre d'une intercommunalité métropolitaine. C'est ça la métropole. Et l'effet de seuil, il se règle très facilement par les conventions stratégiques de coopération avec ceux qui sont de l'autre côté de la limite, par des contrats de développement qu'on peut créer de manière tout à fait logique avec les territoires périurbains et ruraux qui ne doivent pas être oubliés dans le cadre d'un pôle métropolitain, à ce moment-là, qui peuvent être parfaitement concernés par ces conventions. Et je termine sur le suffrage universel. Laurent Hénard a dit quelque chose d'important. Mes collègues de Lyon ont dit quelque chose d'important. Si on élit le président de la métropole au suffrage universel, on commet une erreur dramatique. Pourquoi ? Parce qu'en dehors de tout ce qui a été dit, on crée un conflit de légitimité entre le président élu au suffrage universel et les 131 maires de la métropole élus aussi au suffrage universel. Qui est le plus légitime au suffrage universel ? Le président ou le maire ? Et à partir de là, comment ce consensus et ce travail en commun des 131 maires de la métropole du Grand Paris pourra continuer dès lors qu'il y a quelqu'un élu au suffrage universel qui voudra imposer forcément sa volonté ? Construisons progressivement et laissons le pragmatisme faire en sorte de faire évoluer les structures. Et peut-être qu'un jour, ça arrivera, le suffrage universel, mais pas tout de suite. Donc soyez prudents, faites attention de ne pas créer ces conflits de légitimité, parce qu'à ce moment-là, les maires ne pourront plus travailler comme ils travaillent. Je répète et je termine, la métropole, c'est l'affaire des maires. Je suis pour le respect des communes et pour l'unité des communes dans l'action, dans l'intérêt des citoyens. Merci, Monsieur le Président. Alors,
Ça aussi, c'est le congrès des maires, l'expression du président de la métropole du Grand Paris, mais des communes de Moselle, de Haute-Garonne. Jacqueline Gouraud, une réponse, et puis il y a un point que vous n'avez pas abordé, et il faut l'aborder quand même avant qu'on termine cette première partie de débat. Hier, le Premier ministre a parlé GEMAPI, il a parlé d'assouplissement, et on sait que vous avez été à la manœuvre, vous avez été très en pointe sur cet aménagement, sur cette réforme. Alors, il y a deux choses différentes dans ce que vous dites. Il y a l'eau et l'assainissement, le transfert de l'eau et l'assainissement, où le Premier ministre, excusez-moi, a effectivement dit que nous étions prêts à des assouplissements nécessaires qui étaient réclamés par beaucoup d'élus ruraux, d'élus de la montagne, etc. Et donc, le président de la République et le Premier ministre, décidément, a évoqué, bien sûr, le principe qui a été utilisé pour le PLUI, c'est-à-dire un transfert, sauf si un certain nombre d'élus sont contre le transfert. À ce moment-là, la compétence restera au niveau communal. Alors, bien sûr, il reste à affiner ce principe, mais nous avons un groupe de travail qui a fait au fond, une proposition à ce niveau, consensuelle, avec 7 députés, 7 sénateurs qui ont entendu toutes les associations d'élus. Et au fond, c'est c'est la méthode qui apparaît comme consensuelle et recueillant, je dirais, un avis positif de tout le monde. Et on va retravailler pour finaliser, pour légiférer, bien évidemment. Quant à GEMAPI, c'est autre chose. Il y a une proposition de loi qui va passer la semaine prochaine à l'Assemblée nationale. Qui dit proposition de loi dit qu'elle vient de parlementaires. Alors, on ne revient pas sur le transfert. Personne, d'ailleurs, ne le demandait. Mais 2, on introduit quelques souplesses. La première, à la demande des départements de France, et en particulier de son président, Dominique Bussereau, de réintroduire dans le jeu de GEMAPI, si je puis dire, je rappelle que c'est gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations, parce qu'il y avait un certain nombre de départements, en particulier littoraux, comme le sien, qui avaient mis en place des protections contre les submersions marines et qui se trouvaient écartés de la loi GEMAPI. Donc, c'est la réintroduction des départements, non pas pour avoir la compétence, mais pour être acteurs et maîtres d'ouvrage dans le cadre de la lutte contre les inondations, et en particulier maritimes. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, il y a les affaires de sécabilité des compétences. Parce qu'on sait déjà que il y a des compétences qui sont exercées soit par les communes, soit par des syndicats qui existent déjà. Et donc, c'est pour permettre la sécabilité des compétences pour, comme le dit André Lenguel, que ça soit un principe de subsidiarité, c'est-à-dire que ça s'exerce au bon niveau. Et naturellement, qui dit compétence intercommunale ne dit pas forcément suppression des syndicats. Ça, c'est valable aussi bien pour GEMAPI que pour la compétence eau et assainissement. Alors, quand on dit sécabilité, on va dire couper, on peut séparer. On peut séparer les compétences entre la gestion des rivières, la lutte contre les inondations, la pollution, etc. etc. Enfin, il y a un problème particulier sur lequel la PPL va revenir aussi, c'est le problème des grands fleuves. Alors, tout le monde n'est pas concerné par les grands fleuves, mais actuellement, la loi MAPTAM, car je rappelle que GEMAPI, je rappelle en passant, que c'est une proposition d'ordre d'un amendement parlementaire au Sénat. N'est-ce pas? Je le dis parce qu'après, on accuse parfois, je suis d'autant plus... C'était pas ce gouvernement, c'était l'ancien gouvernement. Donc c'était un amendement parlementaire et on a transféré les digues des grands fleuves aux intercommunalités. Alors moi qui suis une ligérienne, je peux vous dire qu'on sait ce que ça veut dire et c'est quelque chose qui va être, je dirais, économiquement insupportable. Et d'autre part, le fleuve lui-même reste de compétence de l'État. Donc il y a quelque chose sur lequel aussi il faut revenir
Et il y a la responsabilité dans tout ça des élus locaux. Donc je crois que c'est une PPL intelligente et j'appelle les députés et les sénateurs je la soutiens véritablement. Voilà. Merci de cette précision, Jacqueline Gouraud, d'autant qu'on a hier ouvert le Congrès avec un premier débat qui portait justement sur le dérèglement climatique et ses conséquences dans la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations. Voilà, on va passer à un deuxième temps de notre débat de ce matin. Je remercie nos intervenantes et intervenants. Je demande à Françoise Gatel et André Léniel de rester avec nous, nos deux coprésidents de séance, et nous allons accueillir dans un instant Gérard Collomb, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, Dominique Bussereau, le président de l'Assemblée des départements de France, président du département de Charente-Maritime, Jean-Luc Moudenc, le président de France Urbaine, président de Toulouse Métropole, maire de Toulouse, Carole Delga, la présidente de la région Occitanie, et Michael Weber, le maire de Pfaffling-lès-Sarreguemines, qui est aussi le président des parcs naturels régionaux de France. Voilà, merci à nos intervenants. Vous pouvez les applaudir de ce début de matinée. Et pour ce deuxième temps, voilà, et donc François Baroin et Gérard Collomb nous rejoignent avec les participants à ce deuxième temps de débat de la matinée où nous allons, là encore, parler de cette nouvelle architecture institutionnelle et des conséquences, comment s'organiser. Vous avez été interpellé déjà, monsieur le ministre d'État, sur la première séquence avec des questions lyonnaises et des questions plus générales auxquelles vous ne manquerez pas de répondre. Voilà, installez-vous, mesdames, messieurs. Et justement, on a vu dans ce premier temps de matinée comment, après les grandes réformes territoriales qui ont été vécues, parfois subies dans les paysages intercommunaux, comment faire vivre la respiration commune, intercommunalité, comment améliorer et garder de l'agilité, disait Françoise Gatel, notre coprésidente de séance. Et maintenant, on va élargir le débat justement aux relations entre les niveaux d'intervention publique, région, département, intercommunalité, commune. Comment éviter le risque de technostructure qui a été là aussi pointé du doigt par certains de vos collègues ce matin. Comment garder de l'agilité, comment garder de la souplesse. Et puis, monsieur le ministre, vous aviez insisté sur une nouvelle culture pour les politiques publiques locales. C'était cette culture girondine que vous portez. Vous développerez bien évidemment la façon dont aujourd'hui le gouvernement aborde ces questions. Peut-être pour commencer, je me tourne vers notre coprésidente de séance, vers Françoise Gatel, pour la deuxième mi-temps de cette matinée. Merci, monsieur le ministre. Bonjour, mesdames et messieurs. Bonjour à nos nouveaux intervenants. Alors, je vais faire le lien entre la première table ronde et la deuxième table ronde. Donc, en quelque sorte, résumer l'épisode précédent et lancer le nouvel épisode de cette série importante de ce matin. Ce qui revient de manière générale à la fois chez nos intervenants et aussi chez tous les élus qui sont là, c'est la double obligation qui est celle des collectivités locales partenaires indispensables de l'État pour l'action publique. C'est l'obligation de proximité et d'efficacité. Tout le monde s'accorde à dire qu'aujourd'hui, dans un pays qui souffre de déficit en matière de cohésion sociale, la place de la commune est absolument irremplaçable parce qu'elle est l'incarnation de la République au quotidien dans la solidarité de notre pays. Toutefois, nos communes ont l'obligation aussi, pour garder cette proximité, d'atteindre un niveau d'efficacité. Alors, le niveau d'efficacité, des fois, ça fait peur. Quelqu'un parlait d'économie d'échelle tout à l'heure. Moi, je parlerais plutôt d'agir à la bonne échelle et qu'on a inventé.
et je rends hommage à Jacques Pélissard qui était là tout à l'heure, une chose fabuleuse, Monsieur le ministre, dont il faut que vous vous inspiriez, c'est la libre, donner la capacité aux élus d'inventer la solution qui convient le mieux à leur territoire s'ils en ont envie par le biais de la commune nouvelle, qui est une invention qui a ceci de merveilleux dans un pays cartésien où, pour une fois, on laisse aux élus le choix de s'aventurer dans un tel projet qui est, pour ceux qui l'engagent, une sécurité de garantir la proximité pour l'avenir. Mais ça marche parce qu'il y a un projet et que les élus épousent en quelque sorte, sur le nouveau périmètre de la commune nouvelle, le bassin de vie au quotidien de leurs concitoyens. Et puis, on a aussi beaucoup parlé de l'interco. Moi, j'entends aujourd'hui des mots sur lesquels il faut être vigilant. L'interco, c'est une nécessité, c'est un besoin. Sur un principe de subsidiarité, c'est faire à la bonne échelle et ensemble ce qu'on ne peut pas faire seul, mais on ne fait pas d'OPA sur la commune. Et aujourd'hui, il y a eu des créations de grands ensembles avec une loi MAPTAM, une loi NOTRe qui ont formaté les choses. Et on entend un mot qui gagne, c'est celui de bruxellisation. Et vous savez bien qu'en France, quand on parle de bruxellisation, ce n'est pas forcément un mot positif, monsieur le ministre. Ça veut dire qu'on a l'impression d'un machin qui est un peu grand, qui est loin de tout et qui échappe même aux élus. Et l'enjeu qui a été évoqué tout à l'heure, c'est celui d'une gouvernance qui remet de la démocratie dans l'intercommunalité et que les maires soient peut-être, dans les grandes intercos, davantage associés parce que c'est eux aussi qui vont porter ou combattre le projet de l'interco. Et si on doit construire ensemble un territoire, il vaut mieux les avoir convaincus. Et il faut aussi avoir avec soi et garder en ligne, si je puis dire, tous les élus locaux qui sont des élus municipaux et pas des élus communautaires. Donc aujourd'hui, il faut inventer une démocratie réelle dans les intercos. Et puis l'autre point, et c'est le lien avec cette table ronde, c'est le lien entre les territoires. Moi, je crois au mot relier. Aujourd'hui, on a une tendance à découper notre pays en territoires très urbains, en périurbains, en rural, en profondément rural. Enfin, je crois que la France, elle est forte de sa diversité et que tous ces territoires ont leur utilité. Il ne peut pas y avoir de ville sans base arrière, sans ce qu'on appelle l'interland, qui parfois accueille des habitants et apporte des ressources. Et il faut donc qu'ensemble, communes, intercommunalités, départements et régions, compte tenu des nouvelles compétences qui sont dédiées à chacun, on invente des partenariats de l'efficacité et qu'on arrête de raisonner en silo. Il faut que les métropoles, elles fertilisent les territoires, elles tirent les territoires et qu'elles ne les assèchent pas. Ça me semble très important. Il ne faut pas oublier non plus l'espace interstitiel qui réapparaît entre la grande métropole et la campagne. Il y a entre les deux des espaces périurbains et j'en terminerai, cher Jean, avec mon 6e point que tout le monde a dit et je pense que chacun ici conviendra de reconnaître la pertinence. Ça a été dit. Aujourd'hui, il faut être agile. Le président du Sénat a parlé de la taille de sa chemise qui n'était pas celle que chacun d'entre nous pouvait porter. XXL, disait-il, pour ceux qui nous ont rejoints. Et en même temps, il y a du small, il y a du medium, il y a du large. Eh bien, chacun a le droit à ce que sa diversité soit reconnue parce que l'efficacité, elle va être là. Est-ce que dans ce pays, on va pouvoir arrêter de formater les choses et de penser qu'on doit tous faire 15 000 habitants, 150 000 habitants